Mon rôle est tout simplement, en tant que directeur du collège, de vous souhaiter la bienvenue. Avant de passer le micro à Philippe Dornano, qui va introduire la soirée, et Arnaud Le Gall, qui va l'animer. Vous accueillir, c'est donc vous dire au nom du collège que nous sommes heureux de cette nouvelle soirée des ETI, qui déjà depuis plusieurs années se donne rendez-vous dans notre maison. Alors, je ne vais pas d'abord vous présenter le collège, parce que vous êtes nombreux à y être venus déjà plusieurs fois, et donc je pense que vous le connaissez. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans cette maison, mais j'ai pensé qu'on pouvait peut-être simplement rester quelques secondes sur les anniversaires que nous fêtons en ce moment. Aujourd'hui, 13 novembre, anniversaire des attentats terroristes, et ces derniers jours, anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et bien entendu, je ne vais pas faire œuvre d'historien, je n'ai pas cette prétention, mais il me semble que nous pouvons, pendant quelques secondes, nous dire que ces événements dont nous fêtons les anniversaires en ce moment nous rappellent à quel point nous vivons dans un monde qui est en pleine transformation, qui connaît des sujets de crise très, très profondes, et que ces deux événements, chacun dans un registre différent, ont initié des transformation des équilibres géopolitiques du monde, pour le premier, et pour le second, le déploiement de forces destructrices dans l'ensemble de notre continent et plus particulièrement aussi de notre société. Et donc, vous me direz quel rapport avec notre soirée et avec le collège? Eh bien, tout simplement que ces événements nous entraînent ici au collège à penser que plus que jamais, le rôle du collège est bien d'être attentif à ces événements du monde qui nous touchent de près et que nous ne pouvons pas simplement les regarder avec un œil de simple observateur, lisant l'actualité ou nous rappelant des événements de l'histoire, mais que nous sommes invités à agir. Et comme vous êtes des hommes et des femmes d'entreprise habitués à l'action, je ne dis pas que la pensée et la réflexion ne vous intéressent pas, mais s'agissant de personnes, d'hommes et de femmes d'action, il me semble que nous pouvons partager le fait que ces événements nous invitent à agir, c'est-à-dire à nous engager dans les responsabilités qui sont les nôtres, et en particulier les vôtres, pour qu'on ne se contente pas de subir ces évolutions de la société, ni de s'en inquiéter, mais que l'on réunisse les forces, tous ceux qui sont animés par de la bonne volonté, tous ceux qui croient au bien commun et qui ont envie de parcourir, comme nous le disons ici, des chemins d'espérance. Donc moi j'ai un peu envie de mettre cette soirée sous ce thème-là de la responsabilité d'hommes et de femmes d'entreprise qui, parce qu'ils sont engagés dans l'action et parce qu'ils croient qu'il y a un chemin de progrès possible, quelles que soient les difficultés qu'ils affrontent, il me semble que nous pouvons nous rassembler, nous retrouver sur ces valeurs des ETI, je crois que vous partagez très largement et auxquelles nous nous associons volontiers. Alors, occasion donc de nous retrouver à nouveau pour des rendez-vous périodiques dont il faut d'abord rappeler qu'ils ont été lancés il y a plusieurs années à l'initiative d'Elisabeth Ducoté, de Dominique Nouvelet et de Philippe de Porzampar, parce que ces trois dirigeants, ont pensé qu'il y avait ici, dans ce lieu, une possibilité de nous retrouver de manière périodique avec l'ensemble des dirigeants d'entreprise qui le souhaitent, pour partager des réflexions sur un thème qu'ils ont choisi. Donc je voudrais d'abord leur rappeler que c'est à eux que nous devons ce rendez-vous, vous dire, mais vous le savez déjà, qu'ils sont tous les trois proches du Collège des Bernardins. Je ne sais pas si le mot convient, en tout cas je l'utilise. Une proximité qui n'est pas simplement le fait qu'on se connaît, mais je crois aussi que nous partageons un certain nombre de convictions. Le sujet que vous traitez aujourd'hui, donc quelle dynamique pour les territoires, évidemment nous avons en tête la manière dont peut-être ce pays a redécouvert qu'il était constitué de territoires très diversifiés, qu'il n'y avait pas que les grandes villes, il n'y avait pas que les banlieues, il y a aussi des territoires très diversifiés, caractères ruraux, de taille intermédiaire, de villes de dimensions différentes, et que c'est cette complexité de nos territoires qui constitue notre nation. Et donc la question que vous allez traiter ce soir, c'est savoir quelle place finalement ces entreprises ont dans cette dynamique territoriale. Et il me semble que ça peut être abordé dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elles accueillent
vous retrouvez, vous ressentez dans ces territoires. On dit parfois que le territoire français tourne parfois le dos aux entreprises, que notre culture sociologique, peut-être politique, dans nos territoires, n'a pas toujours dans le passé, c'est le moins qu'on puisse dire, porté toute l'attention que l'on pouvait donner à l'ensemble de ces entreprises qui constituent le territoire de la vie locale dans la mesure où elle apporte l'emploi et sans doute au-delà de l'emploi dans la mesure où elle apporte le développement. Et puis dans l'autre sens, vous, responsable d'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces territoires? Vous avez maintenant, vous utilisez maintenant cette expression de la responsabilité de dirigeant qui va au-delà de la conduite stricte de son activité d'entreprise, mais qui a conscience qu'elle doit ouvrir son regard vers le territoire qui l'entoure. Donc, qu'est-ce que vous apportez à ces territoires au-delà de l'emploi, en termes de développement, en termes d'équilibre, en termes de vie? Je voudrais vous raconter une simple anecdote parce qu'elle m'a beaucoup frappé. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, une racine territoriale dans les Pays de Loire. Et il y a quelque temps, je rencontre le maire de ma petite commune, qui a à peu près 2000 habitants. Il m'a raconté une histoire que je trouve magnifique. Il me dit la chose suivante. Cet homme, qui est donc maire depuis 3 ou 4 ans, est ancien salarié de la sécurité sociale. Et comme beaucoup de ses profils, il a eu la possibilité, avec son employeur, de dégager un peu de temps pour s'engager dans la vie municipale. Nous avons dans notre commune une entreprise qui a eu des difficultés. Elle avait une centaine de salariés. Elle a eu des difficultés très sérieuses et elle a été à un moment menacée. Et cet homme me raconte la chose suivante. Il a donc hérité, si je puis dire, d'une situation d'une entreprise en difficulté dans sa commune. Et il m'a dit qu'à cette occasion-là, il avait découvert, comme jamais il l'aurait imaginé, ce qu'était l'entreprise et ce qu'était la vie du chef d'entreprise. Il m'a fait cet aveu qu'avant d'être confronté à sa porte, à une entreprise en difficulté, et de rencontrer l'homme, en l'occurrence c'était un homme, ça aurait pu être une femme, l'homme qui portait cette difficulté, qui s'appelait le chef d'entreprise, s'il n'avait pas fait cette rencontre, jamais il n'aurait eu une nouvelle idée de ce qu'était l'entreprise, tellement il était enfermé dans un a priori, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon monde. Et il m'a dit, depuis que j'ai connu cette situation-là et que je me suis confronté à la découverte de cette situation et la connaissance de cette personne, mon regard sur l'entreprise s'est profondément transporté. Et je me suis engagé à côté de cet homme pour réussir son combat, et ils ont gagné. Et ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont redressé l'entreprise. Je lui ai dit, monsieur le maire, je vous en supplie, racontez ça à vos collègues des autres communes, parce que je pense que c'est une très belle histoire dont il faudrait s'inspirer. Je m'arrête sur ces propos introductifs. Je remercie l'ensemble de nos partenaires sans qui cette soirée n'aurait pas lieu. Le métier d'abord, ça me paraît la moindre des choses. KPMG, Fabrique de l'Industrie et peut-être d'autres que j'oublie. Et je remercie toutes ces entités, tous ces organismes partenaires de nous permettre de monter ces soirées, de trouver les intervenants qui seront à nouveau remerciés et de vous souhaiter à tous de passer un bon moment. À bientôt. Je suis très heureux de prendre le relais d'Elisabeth Ducotet, que je salue. Nous avons été ensemble coprésidents du METI, et de dire un mot d'introduction pour cette 8e, je crois, édition des questions d'ETI au Collège des Bernardins. Je remercie aussi Hubert Duménil, Bertrand de Fédot et toute l'équipe des Bernardins pour cet événement qui met chaque année en lumière les valeurs, les caractéristiques et la singularité des entreprises de taille intermédiaire. Je ne vais pas revenir sur les thèmes qui ont été abordés, mais ce soir, dans le passé, mais ce soir, nous allons en aborder un qui me paraît essentiel, c'est le rôle des ETI dans les régions. L'objectif que nous avons porté avec un certain nombre de chefs d'entreprise depuis maintenant plus de 25 ans, c'est de reconstruire un Mittelstand français. On s'est battu pour ce sujet. Et si vous me le permettez, je vais vous raconter en quelques mots quelle a été cette histoire. Au milieu des années 90, on se rend compte que, en réalité, les transmissions d'entreprises en France sont complètement bloquées, que toutes les entreprises qui arrivent à une certaine taille, qui ont l'ambition de grandir, sont, pour des raisons qui sont fiscales, obligées de se vendre. Je vous rappelle, 83, doublement des droits de succession. Ça veut dire qu'une entreprise doit sortir entre 40 et 50% de sa valeur
et ça en ligne directe, pour pouvoir se transmettre. Et il se passe quelque chose qui est peu connu, qui est assez dramatique pour l'économie de notre pays, qui est la vente massive des entreprises de l'après-guerre qui ont réussi et qui sont en train de devenir des moyennes grandes entreprises. Dans la seule période 95-2000, on en a plus de 600 qui disparaissent d'après nos propres censements. Et pour vous donner un chiffre qui est assez frappant, on avait en France autant de TI qu'en Allemagne de l'Ouest en 1980. En 2008, quand la catégorie est créée, on en a 2,5 fois moins. Donc on se bat, on se réunit, on est un certain nombre de chefs d'entreprise à se réunir ensemble, autour à l'époque d'Yvon Gattaz. On essaye d'expliquer le problème. Il nous faut à peu près 7 ans de combat pour arriver à un dispositif que vous connaissez peut-être et qui débloque les transmissions d'entreprises en France, qui s'appelle les pactes Dutreil aujourd'hui, qui sont d'ailleurs au départ négociés avec le gouvernement socialiste de l'époque. Il se crée un certain consensus et une certaine compréhension de ce problème. Et à partir de là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Pourquoi est-ce qu'on a eu moi je l'appelle une catastrophe économique? Pourquoi est-ce qu'on a impacté ces entreprises de manière aussi importante et on s'est privé de ce développement économique? Et les contacts qu'on avait eus avec les pouvoirs publics, les contacts qu'on a vus avec les partis politiques de tous bords, les contacts qu'on a vus avec l'administration nous montrent qu'en fait, c'est pas tellement... Bon, il y a quelques hostilités à l'entreprise familiale, mais c'est plus tellement ça le sujet, c'est surtout vraiment une méconnaissance. On ne sait pas ce que c'est que ce type d'entreprise. On les appelle les grosses PME. Pour comprendre l'absurdité du mot, il suffit de prononcer le mot intégralement. C'est grosses, petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire rien. En réalité, la PME, elle est limitée à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et toute loi qui concerne les PME concerne donc des entreprises jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toute entreprise qui fait 51 millions de chiffre d'affaires n'est plus une PME. On continue de l'appeler une grosse PME dans la presse, mais ça n'est plus une PME et on ne sait pas ce que c'est en réalité. Ce n'est pas Total non plus, ce n'est pas une grande entreprise. C'est une entreprise particulière et elle n'est pas ni comprise, ni connue, ni étudiée. Et donc on va se battre, et c'est ce qui nous a permis de nous rassembler ici, pour créer une catégorie. Et là ça n'existe pas en Europe d'ailleurs, mais un certain nombre des sujets de la France ne sont pas non plus aussi problématiques dans le reste de l'Union européenne. Et on propose en 2008, et c'est voté par la loi LME de 2008, de créer une catégorie entre, il y avait TPE moins de 10 salariés, PME 10 à 250. On propose de créer une catégorie ETI, 250 à 5000. On donne en référence l'exemple allemand. Négociation un petit peu compliquée puisqu'on nous pousse à avoir une catégorie avec des limites plus petites. Et aujourd'hui, à partir de 2008, plutôt, une catégorie est créée. Les entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 salariés, 50 millions d'euros, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le but pour nous, ce n'était pas de créer une nouvelle catégorie, éventuellement de la représenter, ce n'était pas ça qui nous intéressait. Nous pensions que les problèmes de ces entreprises, que nous allons sans doute développer ce soir, les sujets, enfin problème n'est pas forcément le seul mot, mais les sujets de ces entreprises étaient des sujets particuliers, différents des problèmes des PME, différents aussi des problèmes des grandes entreprises, et que cette catégorie était très intéressante à développer et méritait des études particulières. Et on a, pendant maintenant 11 ans, parce que ça fait 11 ans que la catégorie est créée, on a construit cette catégorie. C'est un peu comme une marque d'ailleurs. Au début, personne ne la connaît. On continue, et puis on commence à avoir des études. Les pouvoirs publics commencent à l'étudier, les banques commencent à l'étudier. Comme c'est une catégorie statistique, c'est facile à étudier. Et on commence à comprendre de quoi il s'agit. Alors de quoi il s'agit? Ce sont des entreprises qui font à peu près un quart du chiffre d'affaires en France, un tiers de l'exportation. Ce sont, et ça nous intéresse ce soir, des entreprises des territoires. Alors que toutes les grandes entreprises ont leur siège social à Paris ou dans l'Île-de-France, les ETI, 68% ont leur siège social hors de l'Île-de-France. Ce sont en réalité les grandes entreprises pour les territoires, mais par contre, elles sont beaucoup moins nombreuses. On peut chiffrer le nombre d'ETI à partir du moment où on crée la catégorie. Et là, le constat tombe. On a en France, en 2008, 4600 ETI. Il y en a 12 500 en Allemagne. Il y en a 10 500 en Angleterre, dont on nous disait que ce n'était pas un pays industriel. Il y en a 8 000 en Italie. Il y en a 73 000 aux États-Unis. Et là, on se
pose la question, pourquoi la France, un pays bien placé, innovant, assez productif, on travaille peut-être un peu moins que les autres, mais par contre, les Français sont très productifs dans leur travail. Pourquoi on a des inventeurs, on a des ingénieurs, pourquoi aurait-on si peu de TI par rapport à nos voisins? Et là, on commence à comprendre le problème qui se pose et à pouvoir l'adresser. On voit aussi que ces ETI sont des ETI qui ont une structure essentiellement personnelle ou familiale. 75% des ETI sont des entreprises personnelles ou familiales, ce qui est beaucoup moins le cas des grandes entreprises. On voit que les sujets de financement sont moins importants dans les ETI que dans les PME, puisque leur taille est plus importante. Et on voit, ce qui est très important de nouveau pour le sujet qui nous intéresse ce soir, les territoires, qu'elles sont extrêmement résilientes en temps de crise. C'est la seule catégorie qui, dans la période 2009-2015, a créé 375 000 emplois nets. Les PME ont créé peu d'emplois parce que les PME créent des emplois en période de croissance, mais par contre, en période de crise, ils prennent souvent le contre-coup de la crise, ils sont plus petits, plus fragiles. C'est vraiment les ETI qui, avec leur approche long terme, leur structure familiale, leur construction dans le temps, continuent d'investir dans ces périodes. Donc, c'est des formidables airbags pour l'économie des régions. Ça, c'est très intéressant et ça intéresse beaucoup les pouvoirs publics. Ça nous permet aussi de plaider cette catégorie. Quels sont les combats aujourd'hui que nous menons? Ils sont de 3 ordres pour les résumer. Le premier, c'est que pour arriver à la taille ETI, il faut du temps. Et il faut donc pouvoir éventuellement passer une génération. Et ça suppose de continuer à adresser les problèmes de transmission d'entreprise. En Europe, l'Europe a compris que la transmission d'entreprise, c'était un sujet stratégique. Et elle a fait sa réforme à partir du milieu des années 90. Aujourd'hui, le taux de transmission moyen d'une entreprise en Europe est de 5%. 7 pays n'ont pas du tout de fiscalité sur la transmission d'entreprise. En France, on a pris des mesures, on a pris des pactes, mais une transmission d'entreprise, ça coûte encore entre 4 et 10 ans des profits de l'année de la transmission. C'est un vrai impact pour une entreprise quand elle se transmet. Ça pousse beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs à se dire qu'il vaut mieux vendre et que c'est moins risqué. Et donc, c'est toute une substance que nous perdons. Le deuxième sujet sur lequel nous battons et qui nous paraît vital, et là qui va concerner peut-être là encore essentiellement les débats de ce soir, enfin de manière importante les débats de ce soir, c'est le travailler et produire en France. On a essayé de mettre depuis 5-6 ans dans le débat, et ça commence à vraiment prendre, le sujet des taxes de production. C'est quand même incroyable. Parlez des taxes de production autour de vous et vous vous rendrez compte que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Or, les taxes de production, c'est 2,5 fois l'impôt sur les sociétés. 2,5 fois l'impôt sur les sociétés. 75 milliards d'euros pour 28 milliards ou 29 milliards d'impôts sur les sociétés. Ce sont des taxes que payent les entreprises qui travaillent et produisent en France. C'est-à-dire que le modèle idéal, c'est de ne pas travailler et produire en France, c'est de concevoir en France, il y a des très bons dispositifs de recherche, et après, de construire vos usines à l'étranger et de développer votre entreprise en ayant des centres à l'étranger. Je pense que c'est vraiment un sujet qui vient percuter le sujet du développement dans les régions qu'on doit aborder ce soir. C'est donc un sujet vital pour notre économie. À notre sens, c'est un sujet qui explique beaucoup aussi de la crise des territoires qu'on a rencontrée récemment. On a perdu en France, dans les 15 dernières années, 1 million d'emplois industriels, quand on sait que l'industrie est un fort moteur d'accélération, que ça entraîne les services. Donc c'est le deuxième sujet sur lequel nous nous battons et sur lequel nous essayons de faire avancer les choses. Et le troisième, et je ne peux pas ne pas parler de ce sujet au Bernardin, c'est le lien. Ces entreprises ETI sont des entreprises personnelles, familiales, avec une vision de construction de long terme. Pour arriver à la taille ETI, vous devez avoir une vision de bâtisseur, puisqu'il faut du temps pour arriver à cette taille. Et ça implique... Le terme, ça change tout. Si on ne dirige pas pareil une entreprise, si on travaille à très court terme, pour le mois prochain, pour la bourse, si on travaille à moyen terme, on est les propriétés d'un fonds qui veut vendre dans les 5 ans, ou si on travaille à long terme, on espère peut-être développer son entreprise, en faire une marque mondiale, et si c'était possible, même on n'est pas sûr, mais si c'était possible, passer une génération et continuer. Ça change tout dans vos rapports avec votre environnement, avec vos équipes, avec vos produits, avec vos clients, avec vos fournisseurs. Le terme, c'est sans doute l'un des sujets centraux
à traiter en économie. Et c'est un sujet que portent majoritairement les ETI qui ont cette approche-là. Je citerai 2 dispositifs sur le lien. Le premier, c'est les dispositifs d'épargne salariale. On parle beaucoup de partage de la valeur et on a l'un des meilleurs dispositifs dans le monde et qu'il faut à la fois protéger et éventuellement développer. Et puis le sujet du mécénat, les ETI sont de plus en plus mécènes. On sait qu'on a un énorme retard en France de mécénat. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, la France, c'est 7 fois moins mécène que l'Allemagne. Je ne parle même pas des États-Unis. On sait pourquoi. On est le pays le plus fiscalisé de l'OCDE, mais cette très forte fiscalité, cette faiblesse du mécénat, ça a tué le lien, ça a tué on se sent plus responsable les uns des autres. Et ça, on le retrouve dans le mécénat des ETI. Le mécénat des ETI, depuis 2010, a doublé. Il y a donc tout un mouvement qui est en train de se créer. Et c'est quelque chose sur lequel on pense absolument vital pour notre société et qu'on défend. Voilà, quelques mots sur les combats. Je vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser. Je pense que le sujet, en tout cas, des régions est absolument du développement régional des ETI est absolument vital et absolument crucial face aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.